Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format destination. C'est notre premier podcast destination de l'année 2026. C'est notre 121e podcast et c'est notre 23e émission au format destination. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Kelly et Marjorie. Bonjour Kelly, bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Notre podcast du jour est consacré aux aéroports au Japon. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais là, on va vraiment faire un focus sur les aéroports, que ce soit internationaux ou domestiques au Japon. Ils sont réputés pour leur qualité de service très élevée, leur efficacité de façon générale. Et donc, ça mérite que l'on consacre aujourd'hui un épisode entier à ces endroits qui font partie intégrante de notre voyage au Japon. Oui, en effet, Charlie, de toute façon, c'est la porte d'entrée, on va dire, du Japon pour la majorité des voyageurs internationaux, puisque je le rappelle, le Japon est un archipel, donc en fait, la plupart, on y arrive par avion, parfois par bateau, mais la plupart du temps, c'est quand même par avion. Et donc, ça va être le premier contact qu'on va avoir avec le Japon, sa population et son administration japonaise. On n'oublie pas qu'il y a quelques petites formalités à faire pour pouvoir fouler le sol. Donc c'est tout un univers qui est assez intéressant à découvrir et c'est aussi une façon d'avoir un aperçu sur la culture japonaise, qu'elle soit populaire ou traditionnelle. C'est un peu le premier aperçu qu'on a. Et on va dire in situ, pas ce qu'on a vu sur internet ou dans des livres avant. Et ça va être aussi la dernière expérience qu'on va avoir, c'est-à-dire en repartant, quand on fait les derniers achats et qu'on navigue dans les aéroports internationaux où ils ont recréé des ambiances traditionnelles du Japon d'antan. Donc c'est vraiment c'est vraiment un site à part entière. On peut y passer des heures. Il y a de quoi passer des heures en fait dans les aéroports du Japon et c'est aussi le temple de la gastronomie, j'y reviens encore, mais c'est aussi un des endroits où on peut manger japonais en arrivant et en repartant et en général il y a des adresses qui sont assez bonnes pour ceux qui veulent se faire un petit dernier sushi, un petit dernier ramen ou une petite dernière douceur sucrée. C'est vrai que l'attente pour partir est un peu moins triste quand on peut se faire un dernier bol de ramen par exemple. Oui. Moi, je vous conseille, si vous reste, de garder quand même quelques yens pour votre temps d'aéroport en repartant. Ça peut toujours vous servir. Et donc, du coup, c'est une façon de faire l'expérience de l'hospitalité japonaise qu'on peut résumer sous le fameux terme de omotenashi. Et je laisse Kelly pour une définition un peu plus approfondie. Oui, le mot omotenashi, donc c'est, comme tu viens de le dire, l'hospitalité à la japonaise. Pour le grand public étranger, il a été popularisé en 2013 lors de sa présentation en français devant le comité olympique en vue des JO de Tokyo 2020 par Christelle Takigawa, qui est une figure assez populaire de la télé japonaise, qui est elle-même franco-japonaise, et elle a fait son discours en français pour promouvoir les JO de Tokyo. Et à la suite de quoi, le terme omotenashi a été désigné mot de l'année 2013. Concrètement, l'omotenashi représente toutes les actions menées pour bien recevoir un client. Cela passe par la façon de le saluer, à ce qu'on met à disposition pour son confort, toutes les petites attentions comme la façon d'emballer un objet ou de le présenter. C'est une mentalité qui imprègne fortement l'industrie touristique au Japon, et plus particulièrement les lieux traditionnels comme les ryokan. Et elle trouve cette mentalité, cette habitude trouverait son origine dans la cérémonie du thé, où l'hôte du maître de thé est placé au cœur de toutes les attentions. En résumé, c'est un concept ou une philosophie japonaise qui fait de l'accueil un art raffiné, qui pousse à accueillir un client comme s'il était un invité, à anticiper ses besoins, tout en sachant rester discret et à disposition, agréable en toutes circonstances et surtout ne rien attendre en retour. Et on peut signaler par exemple que du coup le pourboire n'est pas obligatoire au Japon. Oui, c'est vrai que c'est toujours une vaste question. Il n'est pas obligatoire, après vous pouvez essayer d'en donner, en fait. Ça peut être accepté ou refusé, ça dépend en fait la règle de l'établissement dans lequel on est. Et si on vous parle de cette façon d'accueillir les touristes, eh bien c'est que l'aéroport, il ne déroge pas à la règle, c'est ce que vous verrez dans des restaurants, dans des hôtels, etc. Et dès l'aéroport, vous avez des endroits où vous allez vous sentir comme chez vous, parce que vous allez être très très bien accueillis. Et donc tout ça, on en reparle dans des articles et tout ce dont on va parler d'ailleurs dans la suite du podcast. L'article en question sur kampai.fr, il s'appelle « Avions et aéroports au Japon ». Et donc on a des fiches sur quasiment tous les aéroports dont on va parler, en tout cas les principaux.
Oui, c'est une rubrique en fait qui regroupe plusieurs articles et fiches. Et oui, qui présente les grands aéroports qu'on va détailler, puis quelques aéroports domestiques qu'on a fait et qu'on fait souvent en voyage au Japon pour les destinations qui sont plus faciles à rallier par avion. Donc du coup, les aéroports qu'on va aborder aujourd'hui, il y aura les 3 aéroports internationaux que l'on utilise quand on vient depuis l'Occident et l'Europe. Donc à Tokyo, les 2 aéroports, c'est Narita et Haneda, et puis l'aéroport du Kansai, donc qu'on résume souvent par KIX, pour aller à Kyoto et Osaka. Et après, on va parler aussi d'autres aéroports un peu plus petits, donc l'aéroport d'Itami à Osaka, l'aéroport Shinchitose à Sapporo pour aller jusqu'à sur l'île de Hokkaido, l'aéroport aussi de Fukuoka, même si Fukuoka est accessible en train, des fois ça va effectivement plus vite en avion. Et puis les aéroports aussi pour aller dans l'archipel d'Okinawa, très utile puisque sinon c'est compliqué aussi. C'est vraiment plus loin. Donc on peut citer Naha et Ishigaki, puis il y a aussi celui qui atterrit sur Miyakojima. Et donc au sommaire du podcast, en première partie, on parlera des aéroports japonais dans le classement mondial, puis on va présenter les principaux aéroports du Japon que l'on fréquente quand on est voyageur étranger. Donc là, on va essayer de se passer la main pour dire notre ressenti aussi sur quelques-uns de ces aéroports. Et enfin, on terminera avec ce que l'on trouve typiquement dans les aéroports au Japon, de quoi ils sont constitués, ce qui fait leur différence, et puis des petits tips peut-être pour échanger votre JR Pass, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut bien préparer en amont, savoir où aller dans vos aéroports pour que le début de votre voyage se passe très bien. Et donc en première partie, on va évoquer les aéroports dans le classement mondial. Donc là, on va sortir les statistiques et grâce à Skytrax, Skytrax, c'est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la notation des services aériens. Il nous publie chaque année 2 classements importants. Par exemple, le World Airport Awards. Donc ça, c'est pour les aéroports. Et là, on apprend que le Japon est encore bien situé, puisque dans le top 10, il y a 2 fois les aéroports internationaux du Japon. Donc il y a Tokyo Haneda en 3e position, derrière Singapour, celui de Singapour et celui du Qatar, et en 5e position on retrouve l'aéroport de Narita. Donc les 2 sont dans le top 5 même, on va dire, de ce classement. Oui, on est beaucoup sur quand même de l'Asie en termes des meilleurs aéroports internationaux. Ouais, on y reviendra, comme quoi l'Asie c'est un très bon endroit pour profiter des aéroports internationaux. À savoir aussi que les compagnies aériennes nippones comme ANA et JAL se classent respectivement 5e et 9e dans ce top 10 des meilleures compagnies aériennes du monde en 2025. Donc vous allez être bien servi, que ce soit par les bâtiments, par les aéroports ou alors par les compagnies aériennes, donc le service même à l'intérieur des avions. Oui, le personnel en général il est assez bien classé en termes d'accueil et de service. Alors, il y a certains de ces prix qui vont évaluer la satisfaction des clients quant au service offert par le personnel, justement, dont on parle, d'une compagnie aérienne. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'accès à la billetterie, l'enregistrement, les salons, l'embarquement, les transferts, les procédures d'arrivée. Donc tout ça, ça rentre en compte dans ces classements. Donc soyez sûr que si vous choisissez le Japon comme destination, ça va plutôt très bien se passer. Vous ferez partie vous allez expérimenter le top de ce qui se fait au monde en termes d'aéroports. Et tu disais, Marjorie, que de manière générale, l'Asie, c'est vrai qu'elle offre une très bonne expérience aussi en termes d'aéroports. Et donc, dans ce top 10, on retrouve le Japon à 5 reprises, en 2e position avec Tokyo, qui est derrière celui de Singapour, comme tout à l'heure. En 4e position, il y a Tokyo Narita cette fois, donc le premier c'était Tokyo Haneda, puis en 4e position Tokyo Narita, et ensuite on retrouve Centrair Nagoya en 6e position, le Kansai en 7e et Fukuoka en 8e. Donc parmi ce top 10 des aéroports en Asie, il y en a 5 donc la moitié qui sont au Japon. Oui, c'est vrai que peu importe la taille de l'aéroport, en général l'expérience et la qualité sont au rendez-vous. Et d'ailleurs, c'est bien que tu dis ça, puisque en termes d'aéroports plus petits, donc les aéroports domestiques, dans le top 10 des meilleurs aéroports domestiques au monde, il y a encore un prix, selon Skytrax, et donc le Japon a 4 aéroports dans ce top 10. Donc on a en premier lieu Tokyo Haneda, puis Osaka Itami, en 6e position Kagoshima, en 8e Kobe. Voilà, ça donne des destinations à découvrir. Kagoshima, c'est peu cité. Tu y as été, Kelly, à Kagoshima? Oui, c'était très bien d'ailleurs. Et voilà. Tu fais partie du panel. Donc tout ça, c'est pour des classements qui sont en 2025.
Je rappelle la date, il y en aura un autre l'année prochaine. Donc là, cette première partie a été très courte, mais c'est pour vous montrer que de base, c'est vrai qu'on évolue dans des aéroports qui sont vraiment de très très bonne qualité, que ce soit en termes de services sur place dans le bâtiment ou alors même dans les compagnies aériennes. Et on peut entamer notre seconde partie avec la présentation des principaux aéroports japonais. Et pour cette deuxième partie, on va faire une mini présentation de ces aéroports avec notre expérience aussi peut-être personnelle au passage. Et on va commencer par Tokyo qui abrite 2 aéroports internationaux. Et je vous laisse la main pour parler de l'aéroport de Narita. Alors, l'aéroport de Narita, il se situe à environ 65 km à l'est de Tokyo, dans la préfecture de Chiba. Il a été inauguré en mai 1978 pour répondre à l'attractivité japonaise montante à l'époque. Et il comprend 3 terminaux, dont le terminal 1 réservé aux vols internationaux. Une 3e piste est actuellement à l'étude pour une inauguration souhaitée à l'orée de 2030. La plupart des touristes étrangers qui arrivent au Japon atterrissent à Narita. C'est le plus grand aéroport du pays. Oui, et ça c'était aussi quelque chose qu'on pouvait expérimenter nous en tant que, on va dire, Européens il y a quelques années. Après, il est concurrencé aussi par Haneda ces derniers temps, puisque le gouvernement a quand même développé aussi l'offre internationale de Haneda, qui était surtout un aéroport domestique à la base et qui s'est beaucoup ouvert hors des frontières pour accueillir aussi des vols. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut arriver soit par Haneda, soit par Narita, mais il reste Narita un aéroport important. C'est aussi un gros aéroport de fret. Oui. Et il continue à recevoir des vols domestiques, puisqu'il y a des compagnies low cost comme Jetstar, qui permettent de voyager pas trop cher, ou alors on peut aussi passer par Narita en bénéficiant des promos proposés par JAL. Donc l'aéroport de Narita reçoit aussi des vols domestiques, dont des vols low cost assurés par des compagnies locales comme Jetstar, pour des voyages moins chers à l'intérieur du pays. Par contre, les vols low cost seront placés plutôt dans un terminal qui sera un peu moins moderne, pas forcément aussi pratique que ceux des vols internationaux. Et si on veut, par exemple, se rendre dans le nord du pays, pour aller dans le Tohoku, par exemple, on préférera peut-être prendre le train qui sera probablement plus rapide et efficace. Oui, et puis en plus, vous pouvez toujours prendre des JR Pass pour faire des voyages aussi loin en train et en Shinkansen. Parce que le Tohoku est desservi par le Shinkansen, donc n'hésitez pas à commander soit un JR Pass national si vous voulez faire plusieurs régions, soit un JR régional qui dessert que le Tohoku. L'aéroport de Narita est forcément très bien équipé pour tout ce qui est boutique de duty free, donc tout ce qui est hors taxe. Il propose une offre de restauration et des services pratiques liés au transport, comme ce qu'on vient d'évoquer, les comptoirs pour activer son JR Pass, pour louer une voiture. On peut aussi retirer son pocket Wi-Fi au stand dédié. Et il y a également des consignes à bagages et des points de change de monnaie si besoin. Il est assez éloigné de la capitale, donc il faut compter environ une bonne heure de train ou de bus pour rejoindre le centre de Tokyo. Les gares situées au nord-est sur la ligne circulaire Yamanote de Tokyo sont les plus faciles d'accès, donc en termes de temps de trajet les plus proches. Donc on parle de Nippori et de Ueno. Et elles sont desservies notamment par le train Keisei Skyliner, qui est le train le plus rapide pour rejoindre Tokyo depuis l'aéroport de Narita. Pour aller vers le sud de Tokyo, donc par exemple Shinagawa, ou vers l'ouest comme à Shinjuku ou à Shibuya, le Narita Express, donc NEX, est direct et compatible avec le JR Pass, ce qui n'est pas le cas du Keisei Skyliner. Pour ces 2 trains rapides, un supplément est obligatoire pour la réservation d'un siège. Oui, en général, on est obligé d'être assis, donc tout ça se fait. Après, c'est intéressant de prendre ces trains suivant l'adresse de votre hébergement. Donc ça, c'est pour les trains, et après, vous avez donc les bus, on appelle ça des limousines bus, et ça peut être aussi des fois intéressant de le prévoir, par exemple, si vous n'avez plus de place dans vos trains, puisque c'est des réservations de sièges obligatoires, et en fonction des arrivées des vols, ça peut être plein, ou en fonction aussi du terminal où vous êtes sur la ligne, c'est-à-dire que si vous partez du terminal qui est terminus,
vous aurez de la place, mais plus vous allez avancer dans l'aéroport et prendre le terminal qui sort de l'aéroport, vous aurez moins de place. Je sais pas si tout le monde me comprend, mais... Et c'est un peu la même chose parfois pour le JR Pass aussi, où on n'est pas obligé de réserver ses places en avance, mais au final, si le train est plein, eh bien, on est bien embêté. Oui, en fait, en gros, si on monte au terminus, on a plus de chances d'avoir de place, puisque le train est vide. Après, ça peut être parfois compliqué, donc dans ces cas-là, on peut aussi penser au limousine bus qui peut vous ramener à Tokyo, pareil, en 1 heure ou 2 heures. Alors après, ça dépend les bouchons, ça dépend à quelle heure à laquelle vous voyagez aussi également. Donc c'est des choses qu'il faut réfléchir en fonction de où on se trouve dans Tokyo et où est son hébergement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et finalement, on a tendance à dire des fois que Haneda est plus près et plus facile d'accès pour aller à Tokyo, mais c'est pas forcément vrai. Si vous logez dans le nord et le nord-est de Tokyo, Narita est pas si mal. Vous avez des lignes directes comme donc la ligne Keisei, et donc c'est pas si mal. Et vous pouvez aussi rapidement vous retrouver sur la ligne de métro qui dessert Asakusa. Donc ça, c'est des choses à bien choisir en amont et à pas forcément proscrire Narita, à voir. Et puis toutes les infos, les tarifs sont disponibles sur notre article Comment rallier les gares de Tokyo depuis l'aéroport de Narita. On le verra aussi pour Haneda et puis pour Kix aussi bien évidemment, mais n'oubliez pas que on se réfère à nos fiches qui sont déjà présentes gratuitement sur le site kanpai.fr. Voilà. Et si vous souhaitez faire un peu de tourisme à Narita, parce que c'est possible, et on en avait parlé dans le podcast Que visiter en 2026, sachez que donc l'aéroport est donc sur un site, mais qu'il existe une ville, Narita-shi, qui est une petite ville en fait, où on peut faire un peu de tourisme en arrivant ou en repartant, et notamment son centre-ville historique, parce qu'il est composé d'une avenue marchande traditionnelle, donc avec une architecture en bois, avec des petites échoppes et des restaurants, notamment spécialisés dans l'anguille grillée unagi. Donc si vous êtes amateur, c'est peut-être une bonne adresse. Et cette avenue amène jusqu'au temple bouddhiste qui s'appelle Narita-san Shinshoji, qui est assez grand, qui a plusieurs en fait esplanades à voir, avec des monuments plutôt grands et très ornés. Et il y a un petit parc attenant, donc ça peut constituer une belle visite. Et dans la préfecture de Chiba, on a aussi quelques petites pépites intéressantes, comme le quartier historique qui s'appelle Sawara, dans la ville de Katori. Katori est aussi intéressante à visiter. On appelle ça une petite Edo, donc une ko-Edo. Donc vous avez un petit canal vous pouvez faire une balade en barque et vous avez des logements traditionnels, et vous pouvez même, il y a des hébergements qui se sont aménagés ces derniers temps un peu plus modernes, dans des bâtiments traditionnels. Et vous pouvez aussi visiter le grand sanctuaire Katori Jingu, qui est un des grands sanctuaires de la région de Tokyo, qui est peu connu. Donc là, tu nous offres de quoi se balader et profiter, déjà avoir un premier pied-à-terre au Japon, si on décide de passer quelques temps autour de cet aéroport. En tout cas, un petit peu plus loin. Et on fera la même chose pour Haneda et Kix. Et second grand aéroport donc international à Tokyo, c'est celui de Haneda. Il est situé sur une terre avancée à l'entrée de la baie de Tokyo. Donc là, il est au sud de Tokyo, au sud du centre-ville. Et Haneda est l'aéroport historique de la capitale, puisqu'il a ouvert en 1931. Du coup, je te coupe, Charlie, pour un petit point historique. En fait, du coup, il est construit sur des terres artificielles, comme quasiment tout sur la baie de Tokyo. Mais avant, Haneda était un petit village de pêcheurs et on y cultivait des algues nori, et aussi on profitait, en fait, c'est à l'embouchure de la rivière Tama. Donc on en profitait de cette zone de sédimentation pour pêcher des coquillages et des palourdes, etc. C'est devenu ensuite des terres agricoles. Donc on a commencé à remblayer à partir de la fin du XVIIIe siècle pour nourrir de la population, donc c'est devenu des rizières. Et donc l'aéroport voit le jour en 1931, comme tu l'as dit Charlie, donc c'est le premier aéroport commercial de Tokyo, et ensuite il y aura plusieurs agrandissements jusqu'à sa taille actuelle. Et pour information, il a été occupé par les forces américaines à la fin de la Seconde Guerre mondiale pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il n'était pas japonais, l'aéroport, il était américain. Et donc c'est peut-être par le biais des Américains, encore une fois, que ça s'est développé un petit peu plus par la suite, quoi. Et effectivement, ils ont commencé à agrandir et à ajouter des nouvelles pistes eux-mêmes pour gérer leur propre flux de personnes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous atterrissez à Haneda, pensez qu'à la place des pistes d'aéroport, peut-être que vous pouviez pêcher la palourde il y a quelques centaines d'années. Oui, tu le dis bien, Charlie, on en parlera à faire sur Que voir autour après, mais il existe encore quelques pêcheurs
autour de l'aéroport, enfin dans l'arrondissement de Ota, au bord de l'aéroport. Non mais Les si. pêcheurs au kérosène. C'est les palourdes, elles doivent avoir un petit goût là. Après l'eau, enfin il y a des Petit goût études local. quoi, mais si vous pouvez trouver des pêcheurs quand vous vous baladez sur les promenades en fait qui ont été construites, mais c'est pas des blagues. Oh non, mais on te Il regarde avec de existe grands quelques yeux, mais c'est juste qu'on a Écoute, pas envie il y a de bien des goûter. pêcheurs dans le port de plaisance de Rochefort, donc moi je crois tout. Hein. Et après ce petit point historique, Marjorie, si on en revient au point géographique, eh bien il est rattaché, cet aéroport de Haneda, à l'arrondissement de Ota. Il est l'aéroport d'ailleurs le plus proche du centre de Tokyo, à 30 km au sud-ouest, et donc ce qui fait qu'il est assez facilement accessible en 15-20 minutes en monorail depuis la gare de Hamamatsucho sur la Yamanote, et donc ça c'est compatible avec le JR Pass, et ce qui fait aussi le plaisir d'arriver par cet aéroport et d'être assez vite au final en centre-ville. Oui, on voit rapidement les bâtiments, on voit aussi le Rainbow Bridge, enfin c'est sûr qu'il y a des jolis bâtiments reconnaissables dès la sortie de l'aéroport. Et il est à la base très fréquenté pour des vols domestiques, donc des vols intérieurs. Et les deux compagnies principales du Japon, donc, que sont JAL et ANA, opèrent avec beaucoup de trafic sur cet aéroport. Des travaux d'agrandissement dont le terminal 3, un terminal international inauguré en 2010 et agrandi en 2014, sont menés depuis plusieurs années, car il y a la proximité de Haneda et du centre-ville, comme vous le comprendrez, qui attire les compagnies aériennes internationales, au détriment de Narita peut-être, qui se concentre sur le fret de plus en plus. Haneda est d'ailleurs l'aéroport du Japon avec le plus de fréquentation en termes de passagers. Donc Oui. on ne parle pas de volume de marchandises évidemment, mais ou alors de marchandises humaines. Oui, et ça englobe les vols internationaux et surtout domestiques, parce que Haneda est surtout une plateforme à la base pour les Japonais pour des vols domestiques. Et d'ailleurs, on disait qu'il y avait depuis plusieurs années des aménagements, et bien ce n'est pas terminé, puisque dans le futur, on compte sur une 5e piste qui est envisagée avec la construction d'une nouvelle gare dans l'aéroport aussi, qui reliera directement Haneda à la gare de Tokyo et Shinjuku en moins de 20 minutes. Donc on va aller toujours plus vite. Oui. Ce sera peut-être limite plus rapide d'aller à l'aéroport que de sortir de son hôtel et de rejoindre le centre-ville. Peut-être. Oui. Non, c'est sûr que s'ils arrivent à faire ça, ça sera très proche, parce que là, on rejoint facilement le sud de Tokyo et l'arrondissement comme Minato, etc. C'est vraiment très proche. Mais la gare de Tokyo est un peu plus loin quand même depuis Haneda. Il faut savoir que les travaux, ils ont commencé il y a 2-3 ans et que ça devrait se terminer pour 2032, donc il y a encore un petit peu de marge. Ouais, il faut trouver de la place dans l'aménagement déjà actuel très dense. Donc du coup, pour que faire autour de l'aéroport de Haneda, alors on a publié en décembre déjà une fiche sur un nouveau centre commercial, donc le Haneda Airport Garden, qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps et qui en fait n'est pas techniquement dans l'aéroport mais juste à côté. Donc en fait il est juste à côté du nouveau terminal international, donc il y a déjà beaucoup de choses à faire dans l'aéroport pour se balader, pour faire du shopping, restaurant et aussi des onsen, puisqu'il y a des bains pour pieds dans ce complexe. Mais si on sort en fait des îles artificielles où il y a l'aéroport, on peut visiter un peu l'arrondissement de Ota, enfin faire quelque chose qui sont autour. Donc on vous a on vous a retenu le sanctuaire Hanamori Inari Jinja, qui est en fait assez mignon. Il a un mini tunnel de torii tout petit vermillon, et en fait il retrace un peu, il est témoin un peu de l'histoire de Haneda, donc du village de pêcheurs à l'aéroport, ce que je vous ai donné tout à l'heure, puisqu'il est dédié à la divinité de l'agriculture, donc avec son messager renard Inari. Et donc on s'en sert en fait pour prier depuis très longtemps sur avoir des champs riches pour cultiver. Ça sert aussi pour prier pour le remblai artificiel qui a permis de construire toutes ces îles restent intactes, c'est important. Et aussi il a été connu il y a quelques années comme sanctuaire qui participait à la guérison de ses habitants. Donc on venait aussi y prier pour se souhaiter bonne santé. Donc ça, c'est un sanctuaire qui est assez ancien, qui est devenu d'ailleurs touristique à l'époque de Edo, et c'est grâce auquel en fait la ligne de train a été construite initialement. C'est pour amener en fait les touristes faire un pèlerinage là-bas. Donc il a effectivement été démoli puis relocalisé sur la rive ouest de la rivière Tama, où il est actuellement, en 1948. Et donc il est très intéressant à visiter. Il n'est pas très grand aujourd'hui, mais il a une histoire assez ancienne.
On peut aussi se promener le long de la rivière Tama sur une promenade qui a été aménagée. Alors, et donc du coup cette promenade Sora Munado, elle a été aménagée, je crois, en même temps que le Haneda Airport Garden. Donc en fait, elle permet d'avoir une vue sur les balais des avions, si vous aimez ce genre de perspective. On voit un peu aussi les pêcheurs qui restent de Haneda de l'autre côté. Est-ce qu'ils sont fluorescents ou pas? Non, ils ont leur petite barque. Et par jour de temps dégagé, on peut apercevoir le sommet du mont Fuji en toile de fond. Donc ça peut être aussi un spot de photo si vous faites la chasse au mont Fuji à Tokyo. Alors on verra surtout le sommet et avec des immeubles autour. Voilà. Oui, il fera partie des sommets à voir, quoi. Mais il se voit. Et puis, on peut citer aussi un dernier complexe urbain qui a ouvert en 2023 qui s'appelle Haneda Innovation City et qui est à quelques minutes du terminal 3 de Haneda si vraiment vous manquez encore d'adresse de complexe urbain à visiter à Tokyo. Donc il y a quand même quelques petites choses à faire. Et après, dans l'arrondissement de Ota, je vous le dis comme ça, mais il y a aussi quelques floraisons. Il y a des premières floraisons. Je pense au Ebara Jinja où il y a des floraisons de cerisiers précoces, donc à partir de fin février, début mars. Vous avez dans cet arrondissement-là, qui est très peu connu des touristes, des petites adresses si vous souhaitez sortir des sentiers battus. Si vous voulez faire vos photos de cerisiers avant tout le monde, c'est vrai que ça peut être l'occasion. Oui. Bon, après, ce sont des petits sites en général, hein, c'est des petits sites de quartier, mais ça peut être intéressant de sortir des fois des arrondissements les plus centraux de Tokyo. Et on va désormais parler du dernier aéroport international du pays avec celui du Kansai, donc plus à l'ouest que Tokyo. De son code IATA, I-A-T-A, et bien KIX est la porte d'entrée par avion sur Osaka et Kyoto et plus largement sur l'ouest du Japon, puisqu'après tout est assez facilement quand même disponible par le train. Il est ouvert depuis 1994 sur l'île artificielle, là encore, de la baie d'Osaka, et il se situe à une petite cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale économique régionale, ce qui fait qu'il est aussi rapidement accessible, donc ça c'est aussi très agréable. Donc Namba à Osaka devient le quartier populaire au sud du centre d'Osaka, donc ça devient une destination touristique puisqu'elle est au final proche de l'aéroport et c'est celle que vous allez sans doute rejoindre assez rapidement à la sortie de votre avion. Oui, c'est le quartier touristique le plus proche, on va dire, de l'avion. Donc si vous logez à Namba depuis KIX, c'est assez facile. Et puis on rappelle que, même si ça n'a rien à voir avec notre sujet du jour, si vous cherchez votre hôtel, etc., le Google Street est tellement efficace au Japon que vous pouvez vite vous repérer. Je sais qu'en étant arrivé à Osaka, c'est comme ça que j'avais fait pour savoir un peu à quoi ça allait ressembler à mon arrivée pour cette première fois au Japon. L'aéroport du Kansai est le plus petit que ses deux autres confrères tokyoïtes, que ce soit en termes de taille, de nombre de terminaux et de fréquentation. Ça n'empêche qu'il est quand même bien classé comme on l'a vu et qu'il s'agit aussi d'un aéroport de province mais avec une portée internationale, donc il est pratique pour s'éviter une escale domestique depuis Tokyo par exemple. Oui, Charlie, c'est un aéroport qui est un peu plus petit. Après, il a eu un petit coup de boost cette année puisque avec la tenue de l'Expo universelle d'Osaka en 2025, il avait entamé plusieurs travaux pour mettre à neuf en fait son terminal international, donc c'est le terminal 1, et puis aussi enrichir son offre en termes de services et d'équipements, parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, les gens avaient tendance à dire que les commerces fermaient très tôt par rapport à leur arrivée des fois d'atterrissage, leurs heures d'atterrissage, ils arrivaient dans un aéroport qui était plus ou moins fermé. Enfin voilà, et donc là, il y a eu un effort qui a été fait pour que cet aéroport ait plus une portée internationale et soit plus ouvert 24 heures sur 24, en tout cas pour tout ce qui est restaurant, petites boutiques, etc. Donc, et l'Expo universelle a bien joué en sa faveur aussi pour le mettre en avant. Donc, en objectif de fréquentation, KIX vise les 44 millions de passagers par an. Et il est en partie exploité par Vinci, par le groupe Vinci français. Et tu parlais des horaires de fermeture, c'est vrai que pour y être allé il y a 2 ans, donc là je sais pas personnellement ce que ça donne depuis, mais c'est vrai que pour moi tout fermait assez tôt et c'était plus gênant pour le retour. L'aller, avec mon horaire d'arrivée c'était ok, mais pour le retour où c'était un peu plus tardif, eh bien c'était un peu plus gênant. Même les gashapon, ça m'a surpris, ils fermaient les gashapon à 17h, donc même si on avait un peu de yen, etc., on pouvait pas après cette heure-là mettre des petites pièces. Et vous n'êtes plus à Tokyo, vous êtes dans le Kansai. Oui. La règle change. Ça rigole pas. C'est le sud. En fait, du coup, il y a 2 grands terminaux sur l'aéroport d'Osaka. Donc, le terminal 1 qui est international et domestique, qui est le plus grand, donc le plus moderne,
là où on va forcément atterrir et décoller quand on vient de l'Europe. Et s'y trouve connecté le KIX Airport Town, donc c'est donc un ensemble qui regroupe restaurants, des boutiques, maintenant ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout ce qui sont les guichets pour retirer les IC cards et les Japan Rail Pass que vous aurez au mieux, parce qu'on vous le conseille préalablement, acheter en avance sur Internet, notamment avec Keikaku, comme ça vous avez juste à les retirer ou à les recharger et ça va beaucoup plus vite. Et c'est là où on va retrouver aussi la gare JR qui va permettre de reprendre le train pour aller jusqu'à Kyoto. Je vais le chanter, parce que sinon, Osaka, tu prends le rapide Nankai. Donc ça a été quand même, la gare est très bien indiquée, enfin l'aéroport, pardon, est très bien indiqué, où tout est en japonais et en anglais. Ce qu'on peut aussi mettre en avant sur cet aéroport, c'est qu'il y a moins d'effervescence qu'à Tokyo, donc parfois pour les personnes aussi c'est plus facile d'appréhender ce genre d'espace, puisqu'il est un peu plus petit et que vous avez moins de tendance à vous perdre. Et il me semble qu'il a un record, une réputation en tout cas, de gestion de bagages irréprochable. Je crois qu'en une dizaine d'années, de mémoire, ils ont perdu peut-être 0 bagage. Non, oui, ils ont perdu 0 bagage. Oui, non, ça, c'est vrai qu'on l'avait pas dit en partie 1, mais sur la gestion des bagages, voilà, si vous perdez votre bagage, ça sera avant d'arriver au Japon. Oui. Ça sera pas au Japon. Il confirme. Ce sera avant. C'est 2 semaines avec une petite brosse à dents et un compte-tige. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même ils sont très forts là-dessus. Et puis les bagages, ils sont rangés en fait quand ils descendent sur les comment t'appelles ça, les tapis roulants. Les tapis roulants, en fait, il y a une personne qui va les mettre dans le bon sens pour pouvoir les reprendre. Ils sont pas jetés. Et ça, c'est l'omotenashi. En fait, ça change quand même beaucoup de choses, quoi. Oui, c'est pour ça que ça commence dès l'aéroport. Voilà. Mais soyez rassurés, une fois que vous arriverez à Paris, ce sera n'importe quoi pour récupérer votre valise. Récupérer sa valise, passer à la douane, tout ça. Ça, on est à la maison. Et après, il y a le terminal 2 qui est destiné, lui, au low cost, avec Peach, par exemple, la compagnie low cost. Le terminal est un peu plus simpliste, mais voilà, il faut savoir aussi qu'il y a une navette gratuite entre ces 2 terminaux, et ça met à peu près 10 minutes pour rejoindre l'un ou l'autre. Peach, depuis Kix, propose des vols low cost vers l'archipel d'Okinawa. Donc déjà, ça peut être intéressant parfois de partir de là-bas pour aller à Ishigaki, etc. Sans aller, par exemple, jusqu'à Fukuoka et partir de l'aéroport de Fukuoka qu'on verra tout à l'heure. Et puis, ce qui est très agréable aussi avec cet aéroport Kix, c'est qu'on rejoint Osaka ou Kyoto, en général en train, et ça va assez vite. Vous avez le rapide de la compagnie Nankai qui est rapide pour rallier Osaka. C'est entre 35 et 40 minutes pour aller jusqu'à Namba, le quartier dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est très confortable comme train et notamment facile aussi pour rejoindre Dotonbori, là où on va passer sur le pont, etc. L'image d'Épinal, on va dire, d'Osaka. Donc c'est un train bleu en plus assez stylé, on va dire, avec un effet un peu futuriste. Ouais, il prend pas le vent en fait. Oui. Il file. Ouais. Et attention par contre pour la réservation de certains trains, notamment celui-ci, la IC card ne suffit pas car il y a des suppléments à payer pour avoir une place attitrée. Et le tarif de ce train-là, c'est à peu près entre 8 et 10 euros. Oui, et donc la IC Card, pour rappel, c'est tout ce qui est Ikoka, Suica et Pasmo qu'on recommande toujours de commander en avance. Ça évite de faire la queue au guichet, de les retirer, alors que là, elle est opérationnelle et vous avez juste à la recharger en fonction du montant que vous souhaitez payer. Et d'ailleurs, je l'ai acheté déjà rechargé par Keikaku et c'est vrai que c'était hyper pratique parce que du coup, j'ai pas eu à faire la queue au guichet comme tu disais. Et quand j'ai vu le nombre de personnes qui avaient devant le guichet, j'étais bien content. Ben oui, parce que tout dépend du nombre de vols qui arrivent en même temps, mais il peut vraiment y avoir la queue. Et puis c'est des queues longues en plus, puisque les gens ils sont un peu stressés, c'est écrit en japonais, alors qu'il y a, évidemment, il y a de l'anglais, etc. dessus, mais vu que tout est un peu nouveau, évidemment, quand on arrive en tant que touriste pour la première fois, donc on met beaucoup plus de temps par personne à un guichet. En tout cas, les bornes automatiques, pardon. Alors, en autre train, vous avez aussi le JR Kansai Airport Rapid. Donc là, c'est pour rejoindre Umeda, au nord d'Osaka. Donc là, c'est un peu moins rapide de 15 minutes, mais c'est moins cher. C'est à peu près 7 €, un peu moins. Donc ça, c'est pratique pour rejoindre Osaka Station, donc la gare principale d'Osaka.
Et pour terminer, vous avez le Haruka Express, comme dirait Kelly ou les Japonais, compatible avec le JR Pass et il est direct pour rejoindre la gare de Kyoto. Donc là, on peut compter, vu que Kyoto c'est un petit peu plus loin, 1h15, donc c'est assez rapide au final pour rejoindre cette destination-là si vous voulez. Oui, c'est un peu comme quand on vient de Narita et qu'on rejoint Tokyo. C'est un peu plus loin, mais c'est normal. Il faut traverser en fait la banlieue entre Osaka et Kyoto. Il faut remonter. Et pour revenir sur tout ce que l'on vient de dire, eh bien, vous pouvez aller sur notre site internet kanpai.fr pour regarder de plus près l'article Comment rejoindre Kyoto et Osaka depuis l'aéroport du Kansai. Donc là, on va donner tous les détails, les tarifs, etc. Et ça, ce sont des fiches qui sont mises à jour. Et pour donc que faire autour de l'aéroport de Kix? Donc il est quand même situé dans la baie d'Osaka, donc il est entouré d'eau. Donc ce qu'on peut faire dans l'aéroport, il y a un observatoire qui s'appelle Kansai Airport Observation Hall Skyview, qui est accessible en 6 minutes en bus depuis le terminal 1 Porte Sud. Donc il n'est pas dans le terminal international, il faut un peu s'éloigner. Et là-bas, on trouvera un petit musée sur l'aviation, un Sky Museum, ainsi qu'une boutique de souvenirs, une aire de pique-nique en extérieur et des jeux pour enfants. Donc ça, c'est si vous avez beaucoup de temps d'attente dans Kix et que vous êtes par exemple en journée, vous pouvez le faire, ça peut faire une petite sortie du terminal. Et sinon, si vous avez plus de temps ou que vous arrivez en avance ou vous devez loger sur place pour un vol tôt ou une arrivée tardive, vous pouvez aller de l'autre côté en fait du pont qui relie l'aéroport à la terre ferme sur le continent et aller découvrir Rinku Town. Donc c'est une sorte de petit village en fait avec des hôtels, des restaurants, des boutiques et c'est le long du littoral et donc en été vous avez même une plage que vous pouvez faire. Entre autres, je vous cite celle qui est la plus connue qui s'appelle Rinku Marble Beach, mais sinon il y en a un peu le long du littoral. Et ça peut vous permettre d'attendre et puis d'observer l'aéroport de l'autre côté, en fait, du pont. On dirait un nom indien, Rinku Marble Beach. Ouais, mais c'est des choses. Donc ça peut faire patienter aussi dans l'aéroport, parce que dans l'aéroport vous avez 2 ou 3 hôtels maximum, dont un capsule hôtel. Donc si vous voulez plus d'hébergement sur la rive, en fait vous aurez plus des hôtels avec dans des hautes tours et plus de choix. Oui, pour le coup c'est aussi rapide à rejoindre ce continent. Il y a juste le pont à traverser. Et maintenant qu'on vient d'évoquer les 3 aéroports internationaux, sachez qu'on peut vous recommander évidemment de vous enregistrer en ligne de chez vous 24 heures avant votre vol. Donc ça vous fera évidemment gagner du temps. Et remplir aussi les informations via l'application Visit Japan Web. Ça reste une bonne idée pour passer l'immigration puis la douane en montrant seulement le QR code généralement. Donc on n'est plus obligé de donner un papier dans l'avion qu'on va remplir sur place. Ouais. Et tout. Oui, donc ça vaut effectivement, c'est plus rapide. Après, des fois, on peut mettre un bémol parce que c'est pas toujours vrai dans le sens où c'est plus rapide, mais il faut que à l'arrivée, on ait des bornes qui vont scanner ce QR code et qui soient ouvertes et qui aient suffisamment de place. Et c'est pareil, en fonction des heures d'arrivée, du nombre de personnes qui vont scanner ce QR code, des fois, ça peut être en fait l'effet inverse. Des fois, il peut y avoir un peu de monde. Mais bon, sachez que c'est quand même beaucoup plus pratique que de remplir le papier 1 heure avant l'atterrissage, etc. En tout cas, voilà, sachez que c'est vraiment quelque chose qui a été adopté en fait dans les aéroports internationaux, le QR code via Visit Japan Web, quand vous arriverez au Japon, vous allez voir en fait le circuit avec des logos, etc. Vous n'allez pas vous perdre. Et c'est vraiment quelque chose qui a été adopté ces dernières années. C'est assez une révolution parce que quand même les petits papiers, on les a connus pendant très longtemps. Oui, et puis le Japon aime bien les petits papiers, donc. Voilà, donc là au début on s'est dit parce que ça a été fait à l'époque pendant la pandémie de Corona, et c'est vrai qu'on s'était dit peut-être que ça perdurera pas parce que ça reste technologique. Et en fait non, ça marche très bien. Ouais. En général le QR code au Japon ça marche bien pour les paiements. Ils aiment bien mettre des QR codes sur des petits papiers aussi pour les métros et tout. Ils ont sorti ça, c'est quand même assez fort. C'est le meilleur des deux mondes. Ouais. Donc voilà, on conseillera toujours quand même de le faire pour vous. En fait, ça vous permet de gagner du temps. Et puis après, vous passez donc l'immigration, donc les choses classiques, prise des empreintes, photos de profil, etc. Et puis après, vous allez récupérer vos bagages.
Et après, vous n'avez plus qu'à profiter. Et si vous voulez profiter aussi autrement du Japon, vous pourriez peut-être croiser la route des aéroports domestiques si vous voulez vous offrir un tour, je ne sais pas, du côté de Okinawa, comme on le disait, ou rejoindre Fukuoka ou d'autres destinations. Eh bien, sachez qu'on va en parler désormais, puisque c'est bien aussi de se renseigner sur ce type d'aéroport si vous en avez besoin. Et Kili, tu nous informais tout à l'heure en off que parfois il y a des promotions, donc tu vas nous partager un petit tips qui permet peut-être d'économiser, si vous tombez sur l'occasion en tout cas, de vous offrir et un vol international puis un vol domestique. Oui, si on veut découvrir le Japon au-delà des grandes capitales modernes et de la capitale ancienne, on peut, les compagnies aériennes japonaises ANA et JAL peuvent proposer des promos qui incluent un vol domestique au Japon gratuitement dans votre plan de voyage. Donc en général, vous payez quand même les taxes sur ce vol, mais sinon le trajet lui-même est compris dans l'offre. Donc vous prenez un Paris-Tokyo et ensuite vous prenez un Tokyo-Ishigaki par exemple, ou un Tokyo-Shinchitose pour aller à Sapporo. Et c'est la partie du vol entre Tokyo et Ishigaki ou Shinchitose sera gratuite, hormis les taxes réglementaires. Donc ça c'est à voir en fonction. Ça peut être une promo saisonnière. Il faut regarder sur les sites des compagnies aériennes ANA et JAL. Oui, on n'est pas forcément obligé de prendre le train tout de suite après. On peut reprendre un vol domestique pour aller dans une destination un peu plus, une destination plus provinciale. Et ça peut être vraiment, finalement, on change pas d'aéroport, on change juste de terminal et pof, on repart dans l'autre sens, quoi. Ça peut être intéressant pour la gestion des bagages. Oui. Puisque les aéroports japonais ne perdent pas leurs bagages, donc vous pouvez faire ce genre de transit en sécurité. Et puis l'avion, c'est quelque chose que l'on peut utiliser pour rejoindre l'île au nord, donc vers Sapporo et l'île d'Hokkaido. Il y a aussi au sud avec Kyushu ou alors l'archipel d'Okinawa. Donc là, on va vous parler des aéroports domestiques que sont Itami, Shinchitose, Fukuoka, Naha ou encore Ishigaki. Alors, l'aéroport d'Itami, c'est un autre aéroport qui est situé au nord-ouest d'Osaka, qui est beaucoup plus petit que Kix, qui est très pratique lorsqu'on vient de Haneda par exemple. Et il permet de rejoindre assez facilement le nord d'Osaka, donc par exemple la gare de Shin-Osaka, si on souhaite prendre le Shinkansen dans la suite de son voyage. L'accès est très facile par bus, il y a des bus directs entre l'aéroport d'Itami et Shin-Osaka. Et évidemment, comme toutes les formalités d'entrée dans le pays ont été effectuées soit à Haneda ou à Narita avant à l'arrivée, il y a une navigation assez fluide jusqu'à la sortie d'Itami. Alors, dans mon expérience, la compagnie aérienne avait oublié nos bagages en Europe, donc on n'était pas gêné par les bagages. Il n'y avait pas de temps d'attente. Voilà, donc on n'a pas eu de temps d'attente aux bagages, donc je ne peux pas témoigner sur la qualité du traitement des valises à Itami, mais je pense qu'elle est très bonne. Donc quand je dis que l'aéroport est petit, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 compagnies, donc les 2 principales, ANA et JAL, et 2 autres compagnies un peu plus... là qui font vraiment uniquement du domestique, donc Ibex qui s'occupe du nord-est du Japon, et Amakusa Airlines qui rejoint Kyushu, l'ouest de Kyushu plus particulièrement. Et donc il fait seulement 5 étages, donc vous arrivez au rez-de-chaussée pour le check-in. Le premier englobe les halls d'arrivée et de départ, et vous avez aussi un observatoire et un hôtel pour compléter l'offre. Par contre, si vous souhaitez aller à Hokkaido, on peut vous recommander d'emprunter l'aéroport de Shinchitose, qui se trouve à peu près à 1 heure de train de Sapporo, du centre de Sapporo. Et c'est un aéroport qui possède un terminal domestique et un terminal international. Le terminal domestique n'est pas très grand. Pour l'anecdote, encore des anecdotes de bagages. J'ai suivi la foule en sortant de l'avion et j'ai pas vu le tapis roulant de bagages qui était vraiment... pile à la sortie de l'avion en fait, et j'ai failli sortir sans ma valise. Enfin, c'est une histoire un peu idiote, mais voilà. C'est pour vous dire que soyez attentifs en sortant de l'avion. Donc quoi qu'il en soit, il y a aussi un onsen et un cinéma dans cette partie de l'aéroport. Et du côté du terminal international, on a aussi un rayon pop culture avec des stands consacrés à Kitty, à Hello Kitty et à la franchise de Gundam. Et donc, comme je disais, c'est pratique pour aller à Sapporo, puisqu'il suffit de prendre la ligne JR Chitose.
dont la gare est située dans le terminal domestique. Et l'aéroport couvre une quarantaine de destinations en Asie, donc principalement la Corée du Sud et la Chine. Et elle a aussi 9 lignes domestiques qui incluent JAL et ANA qui font aussi de l'international en Asie. Oui, c'est un aéroport qui est assez fréquenté. Je crois qu'il y a énormément de rotation entre Tokyo et Chine. Chine Chitose, oui, c'est une des lignes les plus empruntées. Oui, c'est ça, en fait, les Japonais ou les résidents locaux vont préférer peut-être l'avion pour aller jusqu'à Hokkaido et moins le train, même s'il y a le Shinkansen jusqu'à Hakodate, mais c'est vrai que c'est plus long pour voyager. Oui, parce que si on prend le train entre Tokyo et Sapporo, ça prend à peu près 8 heures. Alors qu'en avion, ça prend 1h30, 2 heures. Oui, c'est ça. Donc après, ça dépend comment vous calez votre voyage, mais entre faire un tourisme un peu plus lent ou un tourisme un peu plus efficace, l'avion et le train se complètent bien. En fait, offrent un large choix. Et d'ailleurs, je rebondis parce que c'est un peu la même chose avec Fukuoka. Parce que moi, j'ai été et à la gare de Hakata, donc qui est la gare Shinkansen de Fukuoka, et l'aéroport de Fukuoka. Et c'est vrai que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients aussi, mais les deux ont leurs avantages. Le train pour voir les paysages, prendre son temps et arriver, et puis l'avion pour être efficace tout en étant pratique d'accès. Parce que l'aéroport de Fukuoka, il est assez petit, mais il est vraiment bien situé, quasiment dans le centre-ville. Il est accessible à peine en 10 minutes en métro ou en taxi du centre-ville, et il a de toute façon une ligne de métro directe qui ramène jusqu'au centre touristique de Fukuoka. Donc il est vraiment très pratique d'accès. Il est pratique donc pour faire la liaison Tokyo-Kyushu ou Osaka-Kyushu, et aussi pour décoller de Fukuoka pour aller visiter tout l'archipel d'Okinawa, puisqu'il offre tous les vols pour aller dans toutes les îles de l'archipel. Donc ça peut être intéressant quand vous avez visité Fukuoka d'en profiter pour aller sur Okinawa. Et est-ce que les tarifs, il me semble qu'ils sont un petit peu moins chers depuis Fukuoka aussi, peut-être, si on part de plus loin oui, Tokyo, forcément, il y a moins de temps de vol. Par exemple, pour aller à Ishigaki, depuis Fukuoka, il faut compter à peu près 2h, 2h10 de vol. Et donc, vous aurez forcément un peu plus, peut-être 1 heure de plus, jusqu'à 1 heure de plus depuis Tokyo. Donc, forcément, ça sera moins cher. En tout cas, en ce qui concerne la distance, vous allez gagner du temps. Donc, faut compter 1h45 de vol depuis Haneda, entre Haneda et Fukuoka, 1h15 depuis Osaka Itami. Du coup, on part de Itami vu que ce sont des vols domestiques. Et on passe, comme Kelly l'a dit, on passe rapidement toutes les formalités de voyage, puisque une fois qu'on est arrivé au Japon, peu importe si on est sorti de l'aéroport international et qu'on a voyagé, mais une fois qu'on est de toute façon au Japon, on est comme des résidents locaux et ça va beaucoup plus vite à faire les bagages, etc. Et j'ai trouvé Fukuoka très à l'aise sur la taille des bagages à main, c'est-à-dire qu'on peut arriver avec son petit bagage à main et des sacs qu'on a par hasard achetés dans l'aéroport. Et en fait, ils ne posent aucun problème en nous disant ça correspond pas à la taille et tout. Ils sont très accueillants et on file et on arrive avec tous nos sacs. Omotenashi. Voilà, il y a pas le. Vous avez dépassé les tailles, même si on est sur des compagnies parfois low cost. En fait, ils sont assez souples sur ce genre de choses. C'est un aéroport qui est en développement. Il y a des rénovations et des agrandissements du terminal international qui sont en cours, qui ont été terminés en décembre 2025, et l'objectif de cet aéroport est d'accueillir 10 millions de voyageurs étrangers d'ici à l'année fiscale 2028. Alors ça va être essentiellement aussi des visiteurs qui viennent d'Asie, vu que Fukuoka est vraiment très proche de la Corée du Sud en termes de distance, de Taïwan, etc. Donc c'est plutôt des voyageurs internationaux qui sont proches, limitrophes de Kyushu, plutôt que des Européens, c'est un peu plus loin. Mais sachez que c'est un aéroport, si le train, vous trouvez que c'est trop long, prenez l'avion de Fukuoka, j'en garde une très bonne expérience. Et du coup, on va terminer notre tour des aéroports domestiques par les aéroports d'Okinawa, donc Naha, Ishigaki, et il y a aussi Miyako. Souvent, là, on va être
plus au Japon, tout à fait au Japon. C'est des aéroports qui sont déjà exotiques, ne serait-ce que pour les Japonais. Donc on est accueillis par les Shisa, les fameux gardiens mi-lion, mi-chien qui accueillent en fait, qu'on retrouve partout dans les sites à Okinawa, que ce soit devant les maisons, devant les temples, avec il y en a un qui a une gueule ouverte, une autre qui a une gueule fermée. Donc ça c'est assez typique. On va aussi avoir des aéroports qui vont être décorés de la culture unique et locale, donc un peu plus côté mer, côté tropical. Parfois, vous avez un petit aquarium avec des poissons tropicaux dans ces 3 aéroports. Et aussi beaucoup de décorations à base de coquillages. Donc, c'est assez joli. On est déjà en vacances à l'aéroport. Souvent, c'est des très petits aéroports. Il y a une seule piste avec un seul avion. Et puis, on sort assez facilement. Celui de Naha est le plus grand. Il a eu une rénovation récente du terminal international. Et il est relié au centre-ville par le monorail qui est le seul, en fait, qui est la seule ligne ferroviaire de l'archipel d'Okinawa. Donc Naha a quand même aussi pas mal de rotation, ça reste une porte d'entrée assez importante pour l'archipel d'Okinawa. Et sur Ishigaki, lui il va être un peu plus excentré du centre-ville, qui se situe plutôt au port maritime Isakicho, donc il faudra faire un petit temps de trajet. Et souvent les compagnies en fait qui assurent ces aéroports, enfin qui volent et atterrissent via ces aéroports il y aura JAL, ANA, Peach, donc en compagnie low cost, ce qu'on disait depuis Kix. Et puis vous avez aussi une compagnie locale qui s'appelle RAC, enfin je le nomme comme ça, et qui est pour Ryukyu Air Commuter. Donc ça c'est des petits avions, souvent des fois à hélice. Et vous les verrez, et ça fonctionne très bien. Donc pour aller jusqu'à Ishigaki, on peut vous donner quelques durées pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est 1 heure depuis Naha sur Okinawa Honto. Donc on est vraiment sur un archipel qui est étendu, on vous l'avait déjà dit dans le podcast d'Okinawa. Mais c'est pas forcément, tout n'est pas à côté. Et c'est pour ça que des fois, entre 2 grandes îles, il faut prendre plutôt un avion qu'un bateau. Donc c'est 2h10 depuis Fukuoka, on le disait tout à l'heure, 2h30 depuis Osaka, 3h10 depuis Tokyo Haneda et 3h40 depuis Tokyo Narita. Donc ça reste quand même des heures de vol acceptables. Mais plus vous vous rapprochez et vous partez de Kyushu, plus ça sera court. Et vous avez aussi quelques vols internationaux pour ces aéroports, notamment vers Taïwan et Hong Kong, donc des destinations qui sont assez proches. Et pour notre 3e partie, nous allons aborder ce que l'on peut trouver dans les aéroports japonais en règle générale, que ce soit donc à Narita, Haneda ou d'autres. Et bien, ce que l'on aime bien, nous, au Japon, c'est que les aéroports, ils sont, comme on le disait en première partie, très qualitatifs. Ils vont offrir donc plein de commerces, des restaurants en tout genre, des zones de détente, etc. Donc, alors ça demandera peut-être de se renseigner aussi sur les petits panneaux d'affichage pour savoir sur quel étage il y a quoi. Mais sachez que vous pourriez ne pas vous ennuyer. On sait très bien que attendre à l'aéroport, c'est pas le plus fun du voyage. Eh bien, au Japon, en tout cas, ça peut un peu vous dépayser peut-être par rapport à d'autres. Oui, c'est vraiment un lieu où on va pouvoir faire du shopping. Alors, en arrivant, on a peut-être envie de commencer tout de suite le voyage, mais en tout cas, en repartant, ça peut être vraiment intéressant pour acheter des souvenirs. Souvent avec un large choix, que ce soit des souvenirs artisanaux qui ont un certain coût, ou des souvenirs un peu plus de culture pop, mais on peut y retrouver de la verrerie, de la céramique, les fameuses baguettes, de la vaisselle, des tissus, des vêtements, peu importe le look, et aussi des souvenirs plus modernes qu'on dit issus du Cool Japan. Donc tout ce qui est produit dérivé de licences populaires comme Pokémon, Hello Kitty, One Piece, Naruto, Demon Slayer, Hanpaman, plein de petites choses qu'on peut retrouver. On peut retrouver aussi les boîtes, les coffrets alimentaires façon omiyage qu'on peut du coup repartir au Japon avec. Donc des mochi, des biscuits, des sucreries, des thés, des bonbons. Ça peut être intéressant de les acheter à l'aéroport, comme ça vous avez la date de péremption qui est vraiment la plus lointaine possible. Et ça évite en fait de les avoir à les transporter pendant son voyage. Oui, généralement c'est assez bien fait. J'ai l'impression qu'ils savent ce que les touristes vont oublier d'acheter. Et comme ça, ils vous mettent tout à disposition. Il y a aussi, donc, en termes de restaurants, il y a les food courts qui se développent un peu partout. Vous allez pouvoir retrouver la nourriture du monde, mais aussi japonaise. Oui, les food courts, il y en a partout. Ouais. C'est vraiment la nouvelle solution, quoi. Oui, puis c'est l'endroit pour se poser pour des cafés aussi, pour tout ça. Oui, puis tout le monde commande ce qu'il souhaite et en fait tout le monde mange à la même table, donc ça va plus vite. Ça permet de faire des gains de temps, de place, et que ça satisfasse un même groupe si on souhaite manger différemment selon nos coups de cœur du moment.
On peut aussi se trouver les fameux distributeurs gâchapon, ça c'est pour les derniers yens qui restent et que vous n'avez pas envie de ramener. Et puis ça fait toujours des petits souvenirs mignons. Avant de décoller, faut qu'il soit ouvert. Oui, c'est juste ça. Ouais. Et puis si vous arrivez tard au Japon ou alors que votre départ se fait tard aussi, vous avez besoin de passer une nuit avant de partir en avion, eh bien il y a une offre hôtelière qui est souvent très bien développée. Il y a même des capsules hôtels si vous n'avez pas pu en faire avant et si ça peut vous réduire un peu le budget si besoin. Il y a des business hôtels aussi qui sont très utiles pour passer une nuit très proche de l'aéroport, voire dans l'aéroport. Oui, souvent ils sont rattachés à des terminaux, donc vous pouvez... Alors faites attention, des fois... en fonction de l'heure à laquelle vous partez et du temps pour aller jusqu'à votre terminal, peut-être choisissez l'hôtel qui est dans votre terminal s'il rentre dans votre budget, dans votre catégorie de voyage, ou alors comptez qu'il y aura peut-être un temps de navette à prendre en compte pour arriver à l'heure pour l'enregistrement des bagages, etc. Expérience personnelle. Et dans ce que l'on peut retrouver dans les aéroports japonais, eh bien il faut savoir que on ne pourra que vous conseiller de bien préparer ce voyage en amont, notamment pour, on va revenir plus en détail sur chaque point, mais l'activation du JR Pass, vos billets de train, la récupération d'un pocket Wi-Fi ou d'une eSIM par exemple, l'activation d'une eSIM. Ou l'activation, oui, pardon, et les recharges ou l'achat de IC Card, donc on parlait des ICOCA, Suica, Pasmo, etc. Oui, ce qu'on vous recommandera toujours, c'est d'avoir de tout ce que vous pouvez faire en avance sur Internet, de le faire pour gagner du temps sur place et puis avoir déjà avec vous vos titres de transport en main. Ça permettra vraiment d'aller plus vite. C'est pareil, les billets de train, vous avez juste à les retirer, ça va beaucoup plus vite. L'activation du JR Pass aussi alors l'activation du JR Pass, c'est si vous souhaitez l'utiliser tout de suite. Oui. Après, s'il n'y a pas la queue et que vous souhaitez l'activer dans quelques jours, vous pouvez aussi très bien le faire à l'aéroport si vous avez du temps et que c'est OK. Ça peut très bien s'envisager, mais s'il y a la queue et que c'est pas quelque chose que vous allez utiliser tout de suite, attendez d'être dans une autre gare à Tokyo ou à Osaka pour activer votre JR Pass plus tard. Et puis si vous voyez la queue à des bornes aussi, n'hésitez pas à aller à des guichets où il y a des vrais gens derrière, parce que souvent on n'y va pas parce qu'on a peur de du relationnel, de la aussi, langue, hein. Et eux aussi, et ça se voit. Mais en vrai, si vous y allez, vous prenez le temps, vous prenez un traducteur Google avec vous, vous essayez que vos questions soient le plus claires possible et peut-être même les préparer un peu en avance, et ça va très bien se passer. C'est expérience perso, là pour le coup, c'est vrai qu'il y avait une queue gigantesque et personne au guichet, et au final ce que les gens attendaient, j'ai pu le faire en vraiment 5 minutes top chrono, et ça m'a beaucoup aidé, notamment pour prendre les trains pour rejoindre Osaka depuis Kix. Oui, puis ils sont très gentils en vrai, les gens, c'est qu'ils ont toujours un peu peur de pas arriver à s'exprimer, mais en vrai ça se passe très très bien. Et puis ils n'hésitent pas généralement à vous noter des choses sur vos propres papiers, etc. Oui, ils vous notent le quai d'embarquement et tout. Enfin, ils sont hyper. Ils vont jusqu'à des informations très précises, et ça peut vraiment aider aussi à s'orienter une fois sur place. Donc c'est une façon de. C'est encore l'omotenashi. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, Kelly. C'est une façon d'expérimenter l'omotenashi. Il faut juste arriver en étant nous-mêmes pas agressifs, même si on est fatigué du voyage et qu'on comprend moins les choses, mais ça se passe très bien avec un joli sourire. Si vous êtes fatigué, eh bien, prenez le temps aussi de vous poser, si c'est possible, dans l'aéroport, de prendre un peu de distance, et si ça peut vous rassurer, c'est quelque chose que je recommande parfois, c'est de regarder des vidéos YouTube des aéroports. Si vous savez que vous arrivez par exemple à Kix, n'hésitez pas à regarder un peu comment c'est fichu. Il y a des gens qui présentent très bien sur YouTube comment y accéder, voir à quoi ressemblent déjà en amont les bornes. Ils vous font un petit tuto et tout ça. Ça peut vous permettre de vous rassurer une fois que vous êtes sur place. Voilà. Et on a une dernière solution si vraiment vous avez besoin d'être accompagné, ou encore vous souhaitez être accompagné parce que ça vous fait plaisir et ça renforce l'omotenashi, vous êtes attendu. Vous pouvez en fait prendre les services d'un guide, donc ça s'appelle souvent l'accueil à l'aéroport, et ça vous permet en fait d'être attendu par quelqu'un physiquement qui va parler votre langue, on vous le conseille, un guide francophone pour nous c'est vraiment le mieux, et qui va vous aider à vous orienter dans l'avion, à vous faire les démarches avec vous, donc pour retirer des billets, activer un JR Pass, recharger une carte ICOCA. Ça peut vraiment être aussi une bonne chose, et vous sentir, surtout si vous voyagez en groupe ou en famille, ça permet de se relaxer, de se dire voilà, quelqu'un nous attend. Et on vous recommande les guides Keikaku qui sont toujours très compétents, qui connaissent leurs aéroports par cœur et qui pourront vous orienter, vous trouver aussi le bon billet de train ou de bus pour vous ramener à votre hébergement. Souvent, ils vous amènent jusqu'à votre hébergement, donc c'est en termes de charge mentale de voyage, c'est un vrai plus pour
pour les voyageurs. Oui, comme tu le disais, on insiste là-dessus, c'est que par exemple les guides de Kaikaku, ils s'occupent pas seulement d'avoir une petite pancarte et de vous accueillir pour vous dire bon ben voilà, je vous amène jusqu'au taxi ou au bus ou autre. C'est vraiment, ils peuvent acheter des billets de train avec vous, changer vos GIR-Pass à votre place, vous aider à recharger vos cartes ICOCA ou Passmo ou autre sur place. Bref, c'est une aide très complète et il y en a même qui continuent des visites tout de suite après selon l'heure d'arrivée, s'ils sont pas trop fatigués, etc. Ou la journée de visite peut aussi s'enchaîner avec si tout le monde le veut. Oui. Et voilà. Et donc ça peut être aussi utile d'avoir quelqu'un de local qui vous accueille pour aussi faire attention aux arnaques. Donc effectivement, les aéroports japonais, ils sont très bien notés en termes d'équipement et de services, mais ces derniers temps, l'augmentation touristique du Japon a attiré certaines personnes qui souhaitent en fait profiter de la manne touristique pour faire des arnaques, et ça existe notamment sur les taxis clandestins. Donc il faut faire attention à ça, c'est vraiment un phénomène qui est assez récent, qu'on voit pas forcément partout, mais qui peut arriver, donc soyez vigilants là-dessus. Mais ce qui est pratique, c'est qu'on les repère. Oui, voilà. Donc on les appelle les shirotaku parce qu'ils ont une plaque d'immatriculation qui est blanche et non verte, qui est la plaque d'immatriculation officielle des taxis. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir notamment dans les aéroports internationaux, là où il y a le plus de monde, à Narita, et ça peut être aussi le cas à Haneda. Si quelqu'un aussi vient vous démarcher personnellement pour vous dire est-ce que vous avez besoin d'un taxi, etc. Souvent en fait c'est pas la coutume japonaise. La coutume japonaise, c'est d'attendre en fait à la file de taxi qui est officielle, vous attendez la queue et là le taxi arrive dans sa file. Mais jamais il va vous alpaguer et vous demander en fait si vous avez besoin d'un taxi. Ça ne se fait pas dans la culture japonaise. Donc si quelqu'un vient vous demander, soyez vigilant et ayez en fait un peu d'esprit critique et dites-vous que peut-être il n'est pas homologué. Donc voilà, toujours prendre un taxi à la station est vraiment un gage de sécurité. Et si vous êtes accompagné par un guide, vous n'aurez aucun problème puisque lui, il a l'habitude. Et pour faire écho à ce dont on parle en ce moment avec Gaël dans les podcasts Actu, et bien une actualité chaude, ce sont les annulations de vols des Chinois qui fait que à l'immigration et aux douanes, eh bien vous allez sans doute aller beaucoup plus vite que ce qui est prévu. Depuis le Covid, il y a plus de monde qu'avant en général, et la moyenne, sans compter l'annulation des vols de la part de la population chinoise, c'est de quitter son terminal 45 à 75 minutes après l'arrivée de l'avion. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur, sachant que c'est très bien rodé, très bien indiqué, tout est traduit en anglais dans l'aéroport évidemment. Oui, et dernier petit conseil pratique, dans les escalators, la coutume fait qu'on tient sa valise devant soi en montée et derrière soi en descente. Voilà, petit tips de bonne manière. Et on se met à droite aussi ? Ça dépend où. Alors ça, la règle a changé. Maintenant, normalement, il n'y a plus... Gauche-droite. Il n'y a plus la voie rapide. Non, ils n'ont pas le droit de monter. Enfin, voilà. On n'a pas le droit de... surtout avec les bagages, on n'est pas censé monter plus vite que l'escalator, en fait. Oui, normalement, en fait, on peut être sur les 2 places de la marche de l'escalator. Il n'y a plus une file qui est réservée aux personnes, on va dire, pressées. C'est normalement maintenant, ça ne fait plus partie des bonnes manières japonaises. Et on peut du coup se mettre sur les 2 côtés. C'est juste sur la question de la valise. Mais après, c'est des choses qui sont aussi des choses qu'on peut pratiquer chez nous. C'est plus logique de mettre sa valise devant quand on monte et derrière quand on descend. Mais c'est vrai qu'au Japon, ils ont tendance à faire tous un peu la même chose. Oui, mais il y aura des panneaux, des signalétiques qui me montreront ce qu'il faut faire en fait, avec le comportement à bannir qui est barré d'une grosse croix. Oui, c'est vrai qu'ils font beaucoup de panneaux ces derniers temps. Voilà. Donc de plus en plus. Voilà, donc faut pas hésiter à regarder un peu autour de vous comment ça se passe, prendre le temps aussi de vous orienter. Vous pouvez suivre un groupe, mais ça peut être aussi des fois. Du coup, il va pas vous emmener où il faut. Donc voilà, regardez bien autour de vous, puis ça va bien se passer. Et pour conclure ce podcast assez complet destiné aux aéroports japonais, eh bien n'oubliez pas que le voyage il commence et il se termine aussi à l'aéroport. Donc c'est votre premier point de contact avec le Japon, mais aussi le dernier. Donc il faut en profiter jusqu'au bout. Tout est quand même très très bien fait, que ce soit des aéroports internationaux ou domestiques. En plus, vous avez vu qu'ils font partie à chaque fois des top 10, top 5 mondiaux. Donc c'est une chance de pouvoir les parcourir. Vous avez généralement de quoi vous occuper, de quoi ramener des souvenirs, de quoi manger, de quoi dormir, etc. de façon très facile, très fluide. Et aussi pour rejoindre les centres-villes, les cœurs des quartiers les plus importants, eh bien c'est aussi généralement très bien fait. Et tout ça, vous pouvez retrouver les détails
écrit sur nos articles généralement dédiés à chacun de ces aéroports. Un petit mot de conclusion peut-être pour ça? Le terminal 3 de Haneda est très bien. Oui, on a généralement tous et toutes notre petit endroit favori. Puis de toute manière, vous vous rappellerez que arriver à Paris est un autre monde et que là, pour le coup, je me demande comment les touristes étrangers, notamment les touristes japonais et japonaises, font pour supporter l'aéroport à Paris, par exemple. Ils font le syndrome de Paris. C'est vrai que ça existe. Voilà, ils prennent un guide et un taxi privé et ils sortent vite. Ils finissent à Sainte-Anne d'abord, enfin une escale à Sainte-Anne et après pour revenir chez eux. Là, pour le coup, on n'est pas chauvin sur ce point-là. Non, mais il y a voilà, c'est comme ça. On a tous nos attraits culturels, enfin nos travers culturels, on va dire, qui s'expriment. Ouais, je sais pas, des fois c'est rassurant de revenir à Charles de Gaulle. Il fait ouais, en fait, c'est pas mal. Oui, moi ça me dérange pas, ça retourner à la maison. Faut pas rester trop longtemps parti en fait. Et en tout cas, on en profite pour vous remercier pour votre écoute, pour vos partages sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de noter notre podcast 5 étoiles ou alors nos articles aussi. C'est quelque chose qui est possible sur les réseaux sociaux et on se fera toujours un plaisir de vous lire sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Thread, etc., etc. Et merci encore Marjorie et Kelly pour votre présence et votre douce parole aujourd'hui. Merci Charlie. Merci Charlie. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir et bon voyage. Retrouvez plus de Destination Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.